Rebonsoir Anne Hidalgo. Merci. Alors, vous n'avez pas encore réagi aux propos du président de la République de la dernière polémique. On va revoir, j'imagine, revoir ses propos où il a dit qu'il avait très envie, voilà, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Donc, on va continuer à le faire. Il a dit également qu'il pensait que les antivax n'étaient plus des citoyens. Après tout, est-ce qu'il a raison de vouloir emmerder les non-vaccinés ? Moi, je suis très choquée par ce type de propos. D'abord, un président de la République devrait toujours prendre un peu de hauteur. Il a beaucoup abîmé, pas simplement sur ces propos-là, mais de façon régulière, la fonction présidentielle. Je crois que ce type de propos n'ajoute rien Donc c'est la au débat. Forme qui vous gêne ? La forme me gêne beaucoup, et puis le fond, parce que je pense qu'il faut réunir, rassembler les Françaises et les Français, continuer la pédagogie. Ne pas renvoyer, stigmatiser telle ou telle catégorie de population. Évidemment que le vaccin est une solution. Évidemment que il faut se vacciner. Et Paris, par exemple, dans laquelle je suis maire, est une des villes où le taux de vaccination est le plus élevé en France. Évidemment qu'il faut proposer des solutions, mais on ne va pas ni insulter, ni renvoyer. C'est en plus très paradoxal, parce que le président de la République aurait choisi avec son gouvernement de faire de l'obligation vaccinale. Alors effectivement, on pourrait se dire ceux qui ne se vaccinent pas ne respectent pas la loi. Il n'a pas fait ce choix-là. Vous êtes paradoxal parce que vous voulez l'obligation vaccinale, ce qui est du super emmerdement, si je puis dire. Non, c'est pas du super emmerdement, c'est de la clarté. Et surtout, je pense que il faut qu'on arrête de faire de la vie politique cet espace de buzz, de mauvais théâtre, de mauvaise comédie dans laquelle finalement les Français se lassent, et qui paye ensuite le prix de cette lassitude? C'est la démocratie, ce sont les Françaises et les Français, notamment je pense aux plus fragiles, je pense aux classes moyennes, je pense aux jeunes, je pense à tous ceux qui ont besoin des services publics. Et puis franchement, j'ai entendu un médecin expliquer qu'en fait ce qui emmerdait vraiment tout le monde aujourd'hui, c'est que l'hôpital n'ait pas les moyens de soigner, de faire face à la pandémie. Parce que depuis le début de cette pandémie, en mars 2020, 5700 lits ont été supprimés dans les hôpitaux. D'autant moins les moyens que les services sont encombrés par des gens pas vaccinés. Oui, mais non, écoutez, c'est vraiment le manque de moyens. D'abord, précédait même la crise sanitaire, ça tout le monde le sait. Il y avait un mouvement dans les hôpitaux bien avant la crise sanitaire. Depuis la crise sanitaire, 5700 lits ont été supprimés, et il faut faire un travail. Moi, j'ai des propositions évidemment sur l'hôpital pour rendre plus attractifs à nouveau les métiers, les revaloriser, mieux les payer, assurer de meilleures conditions de travail, former plus de médecins dans le pays. J'ai ces propositions-là que je porte dans le cadre de cette élection présidentielle. Et puis surtout, il faut arriver à un apaisement du débat. Vous savez, on va entrer dans cette période, on y rentre là, on y est, la pré-élection, même si le contexte est un peu particulier avec cette pandémie, mais il faut que ce soit un moment majeur pour les Françaises et les Français, pour qu'ils puissent s'interroger sur le chemin qu'ils veulent prendre. Est-ce que vous croyez vraiment que le rôle des politiques, a fortiori du président de la République, c'est de jeter de l'huile sur le feu, c'est de stigmatiser et de diviser encore plus? Pourquoi faire? Pour faire monter les extrêmes? Ce n'est pas ma conception de la politique. Est-ce que vous avez l'impression qu'il se sert du Covid à des fins politiques? Est-ce qu'il veut escamoter le débat? Je vais pas rentrer dans ce type de commentaires, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, ce sont les actes, et ce type de propos. C'est ce que vous dites en creux quand même. Ce type de propos est totalement malvenu et n'est pas digne d'un président de la République. À partir de là, il faut poser des actes. Ce que je constate, c'est qu'il y a toujours, dans la gestion de cette pandémie, beaucoup d'amateurisme, beaucoup de décisions qui sont prises sans aucune concertation. Vous vous rendez compte? Nous, les maires, nous, les élus, qui sommes toute la journée au front pour essayer de trouver des solutions, pour essayer de trouver des moyens dans les écoles, pour les hôpitaux, pour faire fonctionner nos services publics, nous ne sommes même pas consulté. Regardez la question des écoles. Dimanche soir, la veille de la rentrée scolaire, nous apprenons tous par la presse ce que serait le protocole qui, dans la journée du lundi, était déjà dépassé. Et le président de la République et le Premier ministre ce matin ont clairement dit à Jean-Michel Blanquer que c'était ni fait ni à faire.
Oui, peut-être, mais enfin, ils auraient mieux fait de le faire travailler pendant les vacances, avant, et puis surtout de l'inciter, ce qu'ils ne font pas vraiment eux-mêmes non plus, à travailler avec l'ensemble, bien sûr, de la communauté scolaire, mais aussi avec les maires. Vous savez, les maires, on n'a pas la responsabilité des enseignants, mais on a la responsabilité des cantines scolaires, on a la responsabilité de toutes les activités périscolaires, on a la responsabilité aussi de tous ces personnels qui viennent, qui ne sont pas de l'éducation nationale, mais qui font vivre les écoles. Et puis surtout, c'est vers nous que se tournent les parents pour savoir comment ils vont faire. Alors, le protocole, et ça, c'est quelque chose qui est totalement évacué par ce gouvernement qui veut travailler seul, décider seul, et qui, je le redis ici, ne respecte personne, et pas les Français. Vous êtes maire de Paris, mais on sait que Paris a un statut particulier, donc vous êtes la seule maire de France à être à la fois la super directrice des écoles primaires, si je puis dire, et la super principale des collèges parisiens. On sait que le protocole sanitaire est compliqué. Alors je le répète en quelques mots, à chaque cas positif dans une classe, tous les autres élèves doivent produire 3 tests négatifs en 5 jours. Qu'est-ce que vous pensez de ce protocole? Est-ce qu'il est trop compliqué? Mais là aussi, si on avait permis qu'il y ait beaucoup plus d'autotests pour responsabiliser les familles, pour pouvoir donner cette possibilité de se tester et de venir avec ce test-là pour prouver la possibilité de revenir à l'école, là, on soulage les choses. Mais ça n'est pas du tout le cas. Regardez les queues qu'il y a devant les labos, devant les pharmacies, les queues qui se forment partout dans nos villes, partout où les gens essayent d'aller se faire tester pour répondre à ce type de protocole. Donc les choses ne sont pas pensées de façon concrète. On a un gouvernement qui est hors sol. Je le redis ici, un gouvernement qui est totalement hors sol, qui pond des normes toute la journée, qui se rend compte dans les heures qui suivent la ponte que finalement ça ne marche pas, qu'il faut les revoir. Entre eux, ils se critiquent. Vous venez de le dire, le président, le Premier ministre qui disent au ministre de l'Éducation qu'il fallait pas dire ça, qu'il faut revoir sa copie. Il avait 15 jours de vacances pour préparer sa copie. Et nous, on n'était pas en vacances. Nous, on n'était pas en vacances. Pas pour le défendre, et mais on aurait pu 15 jours au début des vacances, il n'y avait pas Omicron à ce niveau-là. Il n'y avait pas Omicron, mais tout le monde savait qu'il allait être à ce niveau-là. Parce que ça fait déjà des semaines que l'on sait qu'on va être à ce niveau-là. Ça fait des semaines qu'il y a des prévisions qui sont faites et sur lesquelles, évidemment, il n'y avait aucune communication, sur lesquelles, parce que les décisions sont prises en vase clos, en Conseil de défense. Et vous savez, pour avoir beaucoup travaillé sur cette épidémie avec les infectiologues, avec les médecins. Je sais une chose, c'est eux qui me l'ont apprise, c'est que une épidémie, ça se travaille en responsabilisant la population, pas en l'infantilisant. Et tout ce qui a été fait depuis le début, c'est de l'infantilisation. On va faire des tests aux parents, c'est de l'infantilisation. On ne donne pas les informations, on n'associe pas les acteurs, on ne permet pas aux personnes, par exemple, si on avait des autotests en nombre suffisant, ce serait un élément de responsabilisation. Dernier point sur la pandémie, les socialistes se sont divisés à l'Assemblée nationale la nuit dernière sur le texte instaurant le pass vaccinal. Député, l'auriez-vous voté? Je l'aurais voté parce que c'était une décision du groupe et de la présidente du groupe. Je constate qu'il y a beaucoup de divisions sur ce texte-là parce que il arrive à un moment dans tous les camps, parce qu'il arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Il arrive à un moment où on nous avait dit qu'il n'y aurait pas de nouveau texte. D'ailleurs, le gouvernement avait décidé de voter rapidement un pass pour éviter de revenir régulièrement devant le Parlement. Bref, c'est ni fait ni à faire. Vous pouvez pas lui reprocher à la fois d'être devant. Vous pouvez pas lui reprocher à la fois qu'il n'y ait pas de discussion au Parlement et qu'il y en ait. Franchement, la discussion au Parlement, elle arrive en urgence. Il n'y a pas le temps de cette discussion. Il n'y a pas le respect que l'on doit aux parlementaires, aux différents groupes, majorité comme opposition, pour discuter des solutions possibles. Il n'y a pas de discussion avec les maires, avec les élus locaux qui sont quand même présents sur le terrain et qui mettent en œuvre les politiques. Il n'y a rien de tout cela. Voilà ce qu'on paye à la fin de ce quinquennat. Un quinquennat dans lequel le président a agi de façon
totalement solitaire dans lequel les Français attendaient, que ce soit pendant la crise des Gilets jaunes ou là avec la pandémie, attendaient la parole divine pour savoir de quoi allait être fait leur quotidien le lendemain. C'est ce qu'on a eu depuis des mois et des mois. Eh bien, ça se paye à la fin de cette mandature. Comment ? Par ces scènes que l'on a vues extrêmement difficiles et de blocage au Parlement lors de ce texte, pourtant un texte qui aurait pu se faire dans une recherche d'unité nationale. Mais il ne recherche jamais l'unité nationale, ce président de la République. J'apprends un instant par notre confrère Guillaume Darret du service politique de France 2 que le gouvernement envisage d'alléger le protocole sanitaire. Les élèves ne devraient plus avoir recommencé le parcours de 3 tests à chaque nouveau cas positif dans leur classe, car la situation est intenable. Donc manifestement, le président de la République et le Premier ministre tirent les conclusions des critiques assez fermes qu'ils ont. Si on en avait parlé avant, ça aurait évité Jean-Michel Blanquer. Vous avez souhaité, Anne Hidalgo, que la gauche se rassemble grâce à une primaire à laquelle vous souhaitez participer. Voici ce qu'ont répondu les différents candidats à qui cette proposition a été faite. Mais ce ne serait pas sérieux de dire, écoutez, on recommence tout à zéro, à moins de 100 jours de l'élection, on va voir sur quoi on peut s'entendre, sur quoi on ne s'entendra pas, et puis on votera. Je trouve que c'est pas sérieux. Je réponds à Anne Hidalgo, comme à Arnaud Montebourg. Je leur dis, mais si vous ne savez pas quoi faire, si vous doutez de votre candidature, comme j'ai le sentiment, venez nous rejoindre. Écoutez, on est à moins de 100 jours du premier tour d'élection présidentielle. Ça n'est pas sérieux d'organiser un scrutin. Bon, le moins qu'on puisse dire est que ce n'est pas un carton planétaire auprès des leaders de gauche. Votre proposition, en gros, personne n'en veut. Est-ce que vous, en entendant ça, c'est des propos récents, par exemple Yannick Jadot, je crois que c'était hier, en entendant ça, est-ce que vous actez ce soir que cette primaire de la gauche est morte ? D'abord, pourquoi une primaire est utile ou serait utile ? Parce que je pense que on voit bien la situation très compliquée, la demande très forte qu'il y a du peuple de gauche de se réunir, de se rassembler, parce que les gens, vous savez, nos concitoyens, ils voient la situation, ils savent très bien que si on n'est pas rassemblés, ça va être très difficile d'accéder au gouvernement. Et par ailleurs, je dis à tous mes petits camarades avec lesquels d'ailleurs nous gouvernons dans les exécutifs locaux, je leur dis qu'en fait, c'est pas un scoop, mais on gouverne jamais tout seul. On gouverne jamais tout seul. Donc, à partir de là, j'ai pris mes responsabilités en proposant cette primaire. Il y a une primaire populaire qui a été proposée par un mouvement citoyen qui est une base possible à travailler, évidemment. Une primaire n'a de sens que si les candidats de gauche qui veulent gouverner ensemble, ou qui sont capables de gouverner ensemble, se réunissent et l'acceptent. Grosso modo, la balle est dans le camp de Yannick Jadot. J'ai vu effectivement quels étaient ses commentaires. Je le redis, vous savez, en fait, on n'arrive jamais tout seul au pouvoir et on ne gouverne jamais tout seul. L'autre élément que je veux quand même poser aussi, c'est qu'il vaut mieux toujours respecter ses partenaires. Vous savez, il vaut mieux toujours respecter ses partenaires parce que la politique, c'est un espace dans lequel on cherche à rassembler. Moi, mon projet, c'est de réunir les Français. C'est de réunir les Français, bien sûr, de commencer par les Français de gauche, les écologistes. Vous savez, moi, je viens d'une famille politique, j'ai fait mon engagement politique, mon premier engagement politique. Non, d'abord à la CFDT. Dans un syndicat. Je suis venue tardivement. Oui, je suis venue plus tardivement à l'engagement politique au PS. Et puis, dans mes fonctions de maire, d'élue parisienne, je me suis engagée pleinement dans l'écologie. Je pense être une de celles qui a la pratique écologique, alors qui est contestée par ceux qui contestent l'écologie, mais qui a la pratique écologique qui est allée le plus loin en matière de transition. Mais il le sait, tout ça, Yannick Jadot. Tout cela, ils le savent, et je pense qu'il faut être aussi extrêmement précis sur le pourquoi des propos des uns et des autres. Donc, aujourd'hui, j'entends ce que dit Yannick Jadot, il prend une très lourde responsabilité. Moi, pour ma part, je vais continuer à faire ce travail de rassemblement des Français. Ma candidature est là. Je suis d'ailleurs une des rares à avoir déjà les 500 parrainages. On verra, quand tout le monde aura ses parrainages, qui sera vraiment sur la ligne de départ.
Aujourd'hui, moi, j'ai tous ces parrainages. Vous les trouvez irresponsables? Je ne dirais jamais cela parce que je considère qu'il faut respecter ses partenaires. Et objectivement, je les considère comme des partenaires. D'abord parce que chef de l'exécutif parisien que je suis, je gouverne avec eux. Donc je respecte les partenaires avec lesquels je pourrais être amené à gouverner, y compris au niveau national. Pas tellement. Ce que je trouve de non responsable, c'est de ne pas prendre en considération l'urgence. L'urgence écologique et l'urgence sociale. Ces deux urgences-là sont posées. Les jeunes générations nous le disent. Elles nous disent, vous devez agir. On en a marre du blabla, on en a marre de manifester pour expliquer que vous ne prenez pas en compte nos vies futures, que la planète sera invivable. Donc je leur dis... Ce soir, c'est le dernier appel avant renoncement. C'est pas un dernier appel avant renoncement. Mais vous dites qu'ils sont irresponsables. Vous dites qu'ils n'ont pas une démarche responsable. Ils n'ont pas une démarche responsable, ou alors ils ne croient pas à l'urgence écologique, ou alors ils se disent qu'on peut encore attendre 5 ans. Ce n'est pas mon cas. Je pense qu'il n'y a pas encore 5 ans à attendre pour répondre à cette urgence écologique et à l'urgence sociale que je mets sur le même plan. Il faut que ces deux éléments-là, parce qu'évidemment, l'urgence écologique, elle ne peut pas être payée, elle ne peut pas juste reposer sur les efforts. C'est un pas vers Yannick Jadot, ça? C'est une manière de dire, je ne suis pas socialiste avant d'être écologiste, je suis au même niveau écologiste et socialiste. Je crois que je l'ai suffisamment prouvé par les actes. Et à un moment donné, il faut bien sûr entendre les paroles, mais aussi vérifier si les actes sont en concordance avec les paroles. Il y en a une qui s'est mêlée aussi de votre conversation, si je puis dire, c'est Christiane Taubira. Alors elle a dit aujourd'hui qu'elle réfléchissait très sérieusement à une candidature. On voit sa déclaration et qu'elle donnera sa décision le 15 janvier au plus tard. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a très envie d'être candidate. Pour dire les choses clairement, maintenant, Anne Hidalgo, en gros, vous dites, soit il y a une primaire où il y a à la fois Yannick Jadot et Christiane Taubira et vous, et éventuellement Arnaud Montebourg et d'autres, et on y va. S'il n'accepte pas, il n'y aura pas de primaire. Évidemment, sinon elle n'aura pas de sens, cette primaire. Une primaire, ça doit servir à quoi? À rassembler, à avoir une candidature unique. Disons les noms. Une primaire qui aboutirait à ajouter une candidature, qui doit y être, qui doit y participer pour qu'elle ait du sens? Ce n'est pas à moi de le dire, mais très clairement, il faut que les candidats déjà engagés, et je pense pour l'essentiel à ceux qui sont susceptibles de gouverner ensemble, Jean-Luc Mélenchon, c'est autre chose. C'est autre chose, et il dit très clairement qu'il ne veut pas du tout travailler à la fois Yannick Jadot et Christiane Taubira. Christiane Taubira n'a pas encore dit si elle était candidate, mais il faut à tout le moins Yannick Jadot, évidemment. S'il n'est pas là, ça n'a pas de sens. Et s'il ne vient pas? Je l'ai déjà dit, s'il ne vient pas, ce n'est pas une primaire, puisqu'elle n'aurait pas pour vocation d'avoir un candidat unique. Et vous serez candidate à l'élection? Mais je suis candidate à l'élection présidentielle, très clairement, et je le redis, je dois être une des seules à avoir les 500 signatures. On va rejoindre Sofiane Boisbache, premier dialogue citoyen, premier observateur citoyen de cette émission. Bonsoir Sofiane. Bonsoir. Vous êtes étudiant en sciences politiques à Aubonne, dans le Val d'Oise. Vous allez voter pour la première fois à une présidentielle. C'est un acte citoyen important et donc pour vous, c'est un électeur potentiel. Sofiane, quelle question souhaitiez-vous poser à Anne Hidalgo? Alors bonsoir madame. Bonsoir. Il y a peu de temps, encore peu d'années, le Parti socialiste était à la tête du pouvoir en France. Et pendant ce quinquennat, on a tous vu, de tous les bords politiques et même chez vous, des socialistes se couper de certaines valeurs de la gauche traditionnelle, se couper de son vocabulaire, de ses mots. Alors vous qui êtes la candidate de ce parti aujourd'hui, comment vous nous assurez que cette fois-là, ça sera différent avec le Parti socialiste ? D'abord, c'est une bonne question, mais vous savez, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Il y a les actes aussi qui comptent. D'abord sur le quinquennat de François Hollande. J'ai entendu un certain nombre de propos assez durs. Il y a des choses avec lesquelles j'ai été en accord, d'autres en désaccord. Mais sur la question du climat, il y a eu quand même pendant ce quinquennat, je tiens à le dire, les accords de Paris, l'engagement de la France, l'engagement diplomatique de la France
France qui a permis d'aboutir à un accord historique international sur le climat, ce qui n'avait pas été le cas avant. Ça, il faut vraiment pas le passer par pertes et profits. Deuxièmement, après 2017, il y a eu un séisme politique. Les formations politiques traditionnelles se sont effondrées, le Parti socialiste aussi. Il y a eu beaucoup de crises, de départs, de débats aussi au sein de cette famille politique. Pour ma part, j'ai été, pendant toute cette période, surtout dans l'action. Dans l'action comme maire de Paris pour essayer de démontrer quoi? D'abord d'être utile aux Parisiennes et aux Parisiens et de montrer que, en fait, le changement climatique, il fallait s'en occuper tout de suite. Et vous savez, j'ai pris des risques et des responsabilités. Je me suis affrontée un peu seule à tous les lobbies. Je pense notamment au puissant lobby du diesel qui, dès 2014, quand j'ai été élue, est venu me menacer dans mon bureau en me disant « Si vous ne changez pas de discours sur le diesel et sur la pollution de l'air, on viendra faire en sorte que vous passiez pour une mauvaise mère et vous vous ferez battre en 2020. » Et je me souviens d'avoir dit aux dirigeants de ce lobby du diesel, eh bien moi je préfère être du bon côté de l'histoire. Parce que la question de la pollution de l'air est une question qui, pour les grandes villes, et pour une ville comme Paris, est une question cruciale, puisqu'elle faisait des morts. Et donc, moi, ce que je... Oui, bien sûr. Et donc, mon dialogue, chère Sofiane, c'est de dire que il y a le Parti socialiste. On peut avoir une discussion théorique sur les apports de la gauche et de la gauche réformiste, de la gauche social-démocrate, de la gauche socialiste dans le pays. Et je peux vous dire que la gauche a apporté beaucoup à notre République. Et si elle n'avait pas existé, nous n'aurions pas des pans entiers de notre protection sociale. Mais ce que je peux vous dire aussi, c'est que la gauche, ce sont des femmes et des hommes, comme moi, comme beaucoup d'autres, qui ont pris à bras-le-corps les grands défis de ce siècle, dont le défi climatique. Sofiane, je vous ai écouté avec attention Anne Hidalgo. Est-ce que vous êtes convaincue? J'entends ce que vous dites par rapport à la gauche, etc. Et pour le quinquennat Hollande, vous avez pris le sujet climatique, mais je pense que ce qui a fait aussi beaucoup de mal, c'est l'économie. Et j'ai une question très simple. Est-ce que aujourd'hui vous êtes en mesure de dire que votre ennemi, c'est le monde financier? Je vais pas dire et désigner un ennemi, mais une chose est sûre, et je suis assez d'accord avec vous, moi je suis pour une régulation très très forte de l'économie. Je suis pour que le politique reprenne la main sur l'économie. Ça veut pas dire administrer, ça veut pas dire faire à la place des entrepreneurs, mais par exemple sur la question des aides aux entreprises, il faut accompagner les entreprises, mais je suis pour que l'on conditionne les aides à l'évolution et à des critères sociaux et à des critères environnementaux. Je suis pour que il y ait une reprise par le politique des décisions qui doivent concerner notre vie. Par exemple, dans mes propositions, dans le programme que je vais présenter aux Français, il y a beaucoup de mesures qui visent à la fois à refaire une politique industrielle qui nous permette d'aller vers la transition écologique, de décarboner, mais aussi une politique sociale qui permette d'augmenter le niveau des salaires dans les entreprises. Sur le CICE ? Pardon ? Est-ce que vous reviendrez sur le CICE? C'est ce que je viens de vous dire, bien sûr. Je pense que toutes les aides doivent être conditionnées. C'est ça, reprendre la main. Je suis profondément pour que, d'abord, il y ait du dialogue social dans les entreprises, que les entreprises, les syndicats aient plus que leur mot à dire, que l'on revienne aussi à des espaces dans lesquels les salariés dans les entreprises puissent aussi avoir du pouvoir sur les décisions économiques. Mais je suis vraiment pour que le pouvoir politique reprennent la main, pas de façon dirigiste, mais vraiment en instaurant des conditions pour que, quand il y a de l'aide publique, eh bien, il y ait en retour un intérêt public, par exemple, sur la situation sociale ou sur l'écologie. Pardon, conditionnalité bien sûr, des aides. Je reviendrai bien sûr sur le CICE. D'accord. Sofiane, très rapidement, parce que je voudrais qu'on garde du temps pour vos collègues observateurs citoyens. En un mot, convaincu, pas convaincu, qu'avez-vous pensé de ce dialogue? Est-ce que vous pourriez voter pour Anne Hidalgo? Vous n'êtes pas obligé de le dire, le vote est secret. Hein. C'est encore tôt, On va poursuivre ce dialogue, Sofiane. Oui, juste un dernier mot. Ouais. La place de la culture
dans la campagne. Ah oui. On n'entend pas parler. C'est où? Vous avez raison. Et pour moi, d'abord, la culture, Je c'est peux vous pas demander juste... d'être bref. Je sais que la Très culture, bref. c'est très important. Oui, c'est mais pas juste un supplément d'âme. Pour moi, la culture, c'est l'expression de la liberté d'un peuple. Et ça passe par de la création. Donc, la culture, c'est d'abord en soutien aux artistes pour la création. Et puis, évidemment, en accompagnement. Parce que la culture, c'est ce qui nous permet de nous élever. C'est ce qui nous permet d'être des citoyens accomplis. Et vous avez entièrement raison. Elle n'occupe pas du tout de place encore dans cette campagne. Vous le verrez dans mes propositions et dans les temps qui viennent. C'est un sujet... vous savez, j'ai une histoire de républicaine espagnole, d'une famille de républicains espagnols. Et pour les républicains espagnols, il y a deux leviers dans l'émancipation des individus. Il y a l'éducation et la culture. Donc comptez sur moi pour que la culture soit très présente dans mon projet. Merci infiniment, Sofiane, d'avoir accepté de participer à cette émission. Est-ce que vous, présidente, vous proposeriez à Jean-Luc Mélenchon d'être ministre ? Je ne crois pas, non, parce que d'abord, je ne crois pas qu'il veuille gouverner avec nous, mais c'est quelque chose qui doit pouvoir se discuter. Mais vous savez, aujourd'hui, j'entends le discours. Il y a des points quand même de rapprochement avec des propositions de la gauche et notamment de LFI. Je pense que sur les questions de salaire, sur les questions de conditionnalité des aides, mais trop de il y a des pour points. Gouverner ensemble. En tous les cas, il exprime lui-même le fait qu'il ne veut pas du tout avoir affaire avec les socialistes. Pourtant, il en vient. Pourtant, il était longtemps un élu qui a été porté et ministre de Lionel Jospin. Ils sont pas très nombreux, les ministres qui ont gouverné, qui sont aujourd'hui candidats à cette élection présidentielle. Il en fait partie. Mais bon, c'est son histoire. Il a décidé de rompre avec cette histoire. Je pense que c'est une question qu'il vaut mieux lui poser à lui qu'à moi. Est-ce que tout le monde dit qui serait son Premier ministre? Qui serait éventuellement votre Premier ministre si vous étiez élu? Peut-être une femme. Ça en ferait deux comme ça à la tête de l'État. Et ça changerait la donne peut-être. Non, j'ai pas de nom à vous donner. Vous savez, je pense qu'il faut faire les choses sérieusement dans l'ordre. Okay. Je vais proposer la semaine prochaine présenter. Oui, j'ai reçu un flyer Hidalgo 2022 Save the Date. Alors c'est pas pour une soirée. Le 13 janvier prochain. C'est pas pour une rave party, mais c'est pour la présentation d'un programme. Ça va être rigolo quand même. C'est au moins aussi important. Bien sûr. Au moins aussi important. Alors attention, ne rougissez pas, séquence flatterie. Sur le papier, vous avez absolument tout pour être une excellente candidate socialiste. Vous êtes une femme, vous avez un tropisme social, vous êtes inspectrice du travail de formation, vous êtes écolo, les Parisiens le savent, vous avez gagné des élections, vous avez été élu 2 fois à la mairie de Paris, et pourtant, ça ne marche pas. Là, c'est plus la flatterie, ça ne marche pas. Ça ne marche même pas du tout. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Qu'est-ce qui vous fait dire que ça ne marche pas du parce tout? Parce que, vous allez me dire que les sondages ne comptent pas, mais j'ai regardé. Il y a des changements dans les sondages, mais personne qui est à 4 en janvier n'a réussi à faire un score conséquent une fois l'élection venue. Donc vous êtes à 3,5, 4,5, parfois 5. Objectivement, ça ne marche pas. Vous n'êtes pas la seule à gauche. Ça ne marche pour personne à gauche. Vous pouvez le nier. Mais je ne nie rien. Je vous dis la chose suivante. Vous savez, moi, je suis une femme engagée. C'est une question plutôt gentille. Oui, c'est une question gentille et je la prends pas comme telle. Mais je crois que d'abord, aujourd'hui, ce que racontent les sondages d'opinion, je ne sais pas s'ils mesurent vraiment l'opinion par rapport à l'élection présidentielle. Peut-être. Enfin, quand bien même vous seriez pas à 4, mais à 6 ou 7, ça change pas la face du monde. Mais en tous les cas, ça ne change pas mes convictions, voyez-vous. Ça ne change pas que pour moi, le fait de porter une proposition, qui soit une proposition totalement engagée sur les questions sociales, sur les questions d'écologie, qui répondent à ces 2 grands défis du siècle, la crise climatique et la crise sociale, la crise des inégalités, eh bien ça ne change rien à mes convictions. Et c'est peut-être là la différence entre ceux qui commentent et ceux qui sont engagés. Bien sûr que j'ai la passion de ces convictions. Et en plus, comme j'ai pu, dans une ville comme Paris, exercer, mettre en œuvre et voir que ça produit des effets positifs. Vous savez, quand, je l'ai dit tout à l'heure à Sofiane, quand je me suis attaquée à cette question de la pollution de l'air, c'était pas facile, j'étais un peu toute seule, mais de voir qu'aujourd'hui, eh bien, on arrive à faire en sorte que la pollution de l'air diminue à Paris et que du coup, ça sauve des vies, eh bien, vous savez, c'est ça l'engagement politique, c'est la force des convictions. On va rejoindre un observateur pour voir ce qu'il en pense. On va rejoindre Thierry Moisset, qui est à Montauban.
Comme dit Lino Ventura, on ne devrait jamais quitter Montauban. Vous savez dans quoi? Non, pourquoi? Dans les tontons flingueurs. Il dit ça. Vous avez revu les tontons flingueurs dimanche? Je l'ai pas revu, non, dimanche. Voilà, on ne devrait jamais quitter Montauban. Mais j'aime ce film. Vous n'avez pas quitté Montauban, cher Thierry, bonne année à vous. Depuis Montauban, où vous êtes chef d'entreprise, que vous inspire la candidature de la maire de Paris à l'élection présidentielle? Alors, bonsoir madame. Alors déjà, je vais essayer de pas être un tonton flingueur, si vous voulez. Moi, ma question, elle est plutôt, depuis le début, je vous écoute, en fait. Et je vous entends parler de conviction, je vous entends parler de la mairie de Paris, je vous entends parler de ce que vous avez fait sur la mairie de Paris. Mais là, on parle plus de Paris, on parle d'un pays. Et est-ce qu'aujourd'hui, gérer une ville comme Paris, gérer les vélos libres, travailler sur tous ces domaines-là, c'est très très bien. Mais est-ce que ça, en fait, ça peut vous donner un costume de président? Et est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui connaît bien le problème des Parisiens, et j'en doute pas, connaît bien le problème des Français? C'est une très bonne question. D'autres avant moi ont montré qu'ils pouvaient connaître les problèmes des Parisiens et les problèmes des Français, mais alors surtout. Je suppose que vous faites allusion à Jacques Chirac. Voilà, mais surtout non. C'était enfin, je vais pas juger. Je vais pas juger, mais ce que je peux vous dire, c'est que d'abord, oui, je connais bien la situation de la France parce que, comme cela a été dit tout à l'heure, j'ai grandi à Lyon, j'ai exercé un métier qui m'a ramené vraiment sur les réalités. Je viens d'un milieu très populaire. Je connais les questions des catégories populaires parce que je les ai vécues intimement. C'est toute ma vie. C'est la vie de mes parents qui étaient ouvriers. C'est cette connaissance-là, cette connaissance du pays que j'ai. Et par ailleurs, vous expliquez le fait que la mairie de Paris, ça n'est pas la France. Bien sûr, il y a des tas de solutions. Je parlais tout à l'heure de mobilité, des solutions parisiennes qui ne peuvent pas s'appliquer pour le reste de la France. On ne fait pas la même politique en matière de mobilité quand il n'y a pas de transport collectif et quand il y en a, comme on a la chance de les avoir à Paris. Bien sûr que les solutions ne sont pas identiques, mais peut-être, et ça, permettez-moi de vous le dire, le fait d'avoir été élu et réélu dans une ville comme Paris qui n'est pas simple en soi, d'avoir exercé des responsabilités, de gérer un budget conséquent de 8 milliards d'euros par an, d'avoir, parce que c'est aussi ça la vocation d'un maire de Paris, une reconnaissance, une responsabilité qui va au-delà du pays, à l'échelle européenne, à l'échelle internationale. Peut-être que ça vous donne des éléments pour mieux appréhender aussi les problèmes de la France et les qualités qu'on peut attendre d'un président de la République. Là où vous avez entièrement raison, c'est qu'il faut... Juste en fait, la réponse à ma question, en fait, vous me dites je connais bien les milieux populaires et je connais bien Paris. Non, je connais bien la France, Thierry. Et je connais bien la France. La France, c'est pas que les milieux populaires et Paris. L'économie, c'est pas que les milieux populaires et Paris. Et tous les sujets de diplomatie, les sujets relatifs à la défense, etc., c'est pas les milieux populaires et Paris. Et on peut pas résumer la France, milieux populaires et Paris. Non, et c'est ce que vous justement, faire, en fait. non, pas du tout. Si vous aviez bien entendu aussi la suite de ma réponse, le fait d'être maire de Paris, vous savez, ça m'a amené à travailler beaucoup à l'échelle internationale, à avoir d'ailleurs une reconnaissance à l'échelle internationale. Puisque vous êtes présidente de l'association J'ai été présidente d'une association des 100 plus grands maires des grandes villes du monde. J'ai eu la chance d'être reconnue par l'ONU pour mon action climatique. Je préside l'association internationale des maires francophones, ce qui m'amène à bien connaître la situation de l'Afrique et à être très présente sur le continent africain et aussi sur les questions de défense et sur les questions qui sont des questions régaliennes extrêmement importantes, à avoir aussi, par mon expérience de maire de Paris, pu être présente et avoir des compétences que j'ai acquises aussi dans ces domaines-là. Donc j'entends ce que vous dites, mais si vous prenez l'ensemble des candidats qui sont aujourd'hui alignés sur la ligne de départ pour cette élection présidentielle, je pense avoir un certain nombre de compétences qui sont à la fois des compétences dans le domaine économique, dans le domaine de la gestion d'une très très grande collectivité, aussi dans le domaine de la démocratie et dans le domaine international
internationales, que peu ont. Donc voilà, venez et continuons cette discussion. Et j'espère bien vous convaincre, cher Thierry, que être maire de Paris et venir d'un milieu populaire, ça vous qualifie aussi pour connaître les questions d'économie, les questions régaliennes et les questions de défense. Thierry, rapidement, parce que je voudrais que Anne, qui est après vous, ait le temps de parler. Est-ce que je dois comprendre, en gros, ce que vous reprochez à Anne Hidalgo, c'est de ne pas avoir fait les bonnes études? Alors, non. Rapidement. Non, non. Déjà, je me le permettrai pas. C'est pas la question. J'ai un bac plus 6, donc voilà. C'est peut-être pas assez, hein. C'est peut-être pas assez. C'est pas le sujet, madame. C'est pas le sujet. La question, c'est plutôt. Je vais prendre une image. Est-ce que parce qu'on sait gérer un magasin en centre-ville, on sait gérer un grand centre commercial en banlieue? C'est plutôt ça, si vous voulez. C'est-à-dire que typiquement, est-ce qu'aujourd'hui, je conteste pas votre compétence sur la mairie, loin s'en faut. La question, elle est pas là. La question, c'est peut-être deux métiers, deux costumes différents. Et la question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes capable de changer de costume? Est-ce que vous êtes capable de prendre l'autre costume? C'est ça la question, c'est tout. C'est pas un problème de personne, si vous voulez. C'est un problème de background et de capacité. J'espère, Thierry, que vous poserez la même question à tous les candidats, parce que parmi les candidats, je pense être quand même une des plus qualifiées en termes d'expérience et d'expérience à une grande échelle. Madame, c'est pas une garantie. Monsieur, vous avez un cancer, soyez pas folie, il est moins grave que votre voisin. C'est pas la question. La question, c'est est-ce que vous, c'est pas par rapport aux autres? Eh bien, ma réponse est oui. Sinon, je n'aurais pas été candidate et je me sens vraiment qualifiée pour le poste. Merci Thierry. Merci à vous. Intéressant dialogue. On va rejoindre directement Anne Vetter-Tifrit. Cette fois, je vais le dire, vous êtes chef d'entreprise à Bischofsheim, dans le Bas-Rhin. Bonsoir Anne, ravi de vous retrouver. Bonsoir. Merci de votre fidélité à cette émission. C'est la chef d'entreprise que vous êtes qui veut interpeller Anne Hidalgo. Je vous en prie, vous avez la parole. Oui, effectivement, en tant que chef d'entreprise, je me sens particulièrement concernée, en tout cas par l'ensemble des questions d'économie et les questions, je dirais, par rapport à la fiscalité des entreprises. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les ETI, les PME, ce sont vraiment les moteurs, je pense, de l'économie française. On a engagé une vraie démarche de réindustrialisation du pays. C'est le gouvernement actuel qui l'a fait. Aujourd'hui, on sait que les impôts de production ont été, on va dire, sensiblement réduit. D'autre part, la fiscalité également des entreprises a été revue à la baisse. Est-ce que demain, si vous êtes élu, vous allez continuer cette démarche, vous allez maintenir cette démarche, ou est-ce que, bien au contraire, vous allez décider de revenir, comme beaucoup de gouvernements le font quand ils modifient, sur les décisions du gouvernement précédent? Sur la fiscalité des entreprises et sur le rôle très particulier des PME et des TPE, je suis d'accord avec vous. D'abord, les PME et les TPE... Pardon? ETI, entreprise de taille intermédiaire. Et entreprise intermédiaire, mais moi je rajoute les TPE. D'accord, je te rajoute aussi les TPE. Toutes ces entreprises sont des forces vives qui font vivre l'emploi, qui créent de l'emploi et qui sont vraiment des piliers de notre économie. Et très clairement, pour ce qui concerne les petites entreprises et les PME, je ne reviendrai pas sur les mesures concernant leur fiscalité. Vous vous engagez, Présidente, à ne pas augmenter la fiscalité des PME et des ETI. Et on est passé à 25% d'IS, donc c'est quelque chose d'important sur lequel, pour ces entreprises-là, bien sûr, je maintiendrai. En revanche, pour les multinationales, pour les très grandes entreprises, là, c'est autre chose. Là, je pense qu'il faut effectivement penser totalement différemment. Leur contribution, je ne vais pas vous dire où je mets le curseur. Vous aurez, oui, vous aurez les précisions sur le chiffrage. Mais il y aura un curseur précis. Il y aura un curseur précis. Et puis surtout, il y aura pour ces entreprises-là, ce que j'ai dit tout à l'heure à Sofiane, une conditionnalité des aides ou des allègements de cotisations. C'est-à-dire que pour les grandes entreprises, pour les multinationales, elles doivent aussi contribuer. Elles doivent aussi contribuer au fait que notre économie doit pouvoir vivre, les salariés doivent pouvoir être payés dignement, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a un problème aussi de rémunération du travail dans notre pays, que le travail ne permet pas de vivre dignement pour beaucoup de salariés. Donc, il y aura, pour les grandes entreprises, une discussion et un certain nombre de mesures. Mais pour tout le secteur des PME, des TPE, des ETI, évidemment, là, je maintiendrai le niveau de fiscalité qui a été décidé. Anne, convaincue, à la fois pour les EPI, à la fois pour les...
je mettrais quand même un petit bémol parce que quand on parle d'ETI, on parle d'entreprises qui sont jusqu'à 5000 collaborateurs. Moi, j'estime que ce ne sont pas des petites entreprises. C'est un peu comme en Allemagne où le Mittelstand allemand vraiment crée de la valeur ajoutée sur le territoire. Je pense que ce sont des éléments que beaucoup de gens oublient et qu'aujourd'hui, il faut réellement intégrer dans la politique. Parce que si demain, on veut faciliter, sécuriser les approvisionnements en France et si on veut aussi continuer justement à pouvoir créer de la valeur ajoutée et continuer à pouvoir justement bien payer les collaborateurs, eh bien, il faut pas épargner, en tout cas, il faut pas oublier les ETI et les PME. Je ne parle pas des TPE, je parle bien des ETI et des PME parce que c'est eux qui, au quotidien, font le lien social du territoire. Alors, ce que je voudrais vous dire, je suis d'accord avec vous et pour moi, le modèle de l'Allemagne est le bon modèle, notamment sur tout ce réseau d'entreprises, de PME, de grosses PME qui existent. Vous avez dit tout à l'heure quelque chose avec lequel je suis en désaccord. En revanche, vous avez dit que ce gouvernement a engagé la réindustrialisation. Non, pas du tout. Il n'a pas engagé la réindustrialisation. Il en parle, mais il ne l'a pas faite. Il ne l'a pas faite parce qu'il est dans une politique beaucoup trop colbertiste, très peu appuyée sur les régions, sur les pouvoirs territoriaux qui, eux, ont une compétence en matière d'économie et qui sont des vrais soutiens aussi aux économies locales. Donc je ferai très différemment. Je lancerai, pour ce qui est, et ça sera dans mon programme et dans mes présentations, des odyssées industrielles. Des odyssées industrielles qui s'appuieront sur une véritable volonté de créer avec les présidents des régions, qui pour moi sont les vrais ministres de l'industrie aujourd'hui dans notre pays, de créer des activités, d'accompagner des créations d'entreprises pour remettre de l'industrie dont nous avons besoin dans une économie décarbonée, dans des secteurs, dans des territoires qui ont été totalement abandonné. Et pardon, chère Anne, permettez-moi de vous appeler ainsi, ce gouvernement... Si ça vous dérange pas que je m'appelle pas Anne. Hein. Voilà, bon, mais entre Anne, je vous le dis, ce gouvernement n'a pas été le gouvernement de la réindustrialisation du pays. Et ça fait partie de mes propositions. En tous les cas, le 13 janvier prochain, j'aurai l'occasion de les développer et de vous les adresser aussi personnellement si la chaîne m'autorise à utiliser votre adresse pour vous les envoyer. On vous donnera tout ça. Anne Vetter-Tifrit, un dernier mot? Convaincu? Oui, alors moi, je voulais simplement dire que moi, je ne suis pas en fait d'une sensibilité forcément toujours du gouvernement. En tout cas, en tant que chef d'entreprise, je sais reconnaître quand il y a des choses qui sont mises en place et qui sont favorables à une économie. Et je trouve ça simplement dommage que à chaque fois qu'il y a un changement de gouvernement, on essaye tout le temps de balayer tout ce qui a été fait. Et je pense qu'à un moment, il y a des choses qui sont bien faites. Il faut reconnaître qu'elles sont bien faites et les assumer et les continuer. Et également, identifier les points d'amélioration et travailler dans ces continuités-là. Et moi, tout ce que je veux aujourd'hui, c'est que le prochain président, il assume d'une part les bonnes choses des prédécesseurs et qu'il essaye justement d'améliorer globalement pour le bénéfice du pays. Ça, c'est une leçon de vie qui convient pour tout le monde. Garder ce qui est bien et améliorer ce qui est moins bien. Merci infiniment, Anne. C'est bien ça le problème. Merci infiniment, Anne, d'avoir participé avec nous à cette émission. Il nous reste quelques minutes pour faire le chapitre régalien, comme on dit. Valérie Pécresse a tapé fort en ressortant le Karcher qui fit la renommée de Nicolas Sarkozy. Il faut ressortir le Karcher. Il a été remisé à la cave par François Hollande et Emmanuel Macron depuis 10 ans. Aujourd'hui, il est temps de nettoyer les quartiers et il faut traquer les caïds, les voyous, les criminels, les dealers. C'est eux qu'il faut harceler, c'est eux qu'il faut punir, c'est eux qu'il faut priver de leur citoyenneté. Vous connaissez bien, voire très bien Valérie Pécresse, puisque vous avez la région capitale en gérance, en co-gérance, si je puis dire, elle présidente de région, vous maire de Paris. Ces propos vous ont-ils surpris ? Ça ne me surprend pas, mais on est dans une espèce de courte à l'échalote du buzz qui dira la plus grosse énormité qui fera que on en parlera au moins pendant 24 heures. Là, je sais même pas si ça va durer 24 heures. Mais enfin,
c'est pas comme ça qu'on va gérer sereinement les problèmes du pays, et notamment en matière de sécurité. D'autant qu'elle a été quand même membre d'un gouvernement qui s'est pas illustré sur la création des postes de policiers et qui s'est pas vraiment illustré non plus, plutôt sur la suppression de postes de policiers, et qui ne s'est pas illustré dans justement cette guerre déclarée, par exemple, aux mafias, aux trafiquants de drogue, qui sont un des sujets qui minent vraiment la vie de nos quartiers. Donc moi, sur les questions de sécurité, soyons très clairs, la sécurité est un droit, et d'abord pour les plus fragiles, et d'abord dans les quartiers où vivent justement les personnes de milieux populaires. Et donc il faut mettre le paquet, il faut mettre les moyens pour qu'il y ait effectivement de la présence policière, qu'il y ait une formation des policiers aussi, et que l'on s'attaque, mais alors vraiment sans aucun état d'âme, à la question des trafics de drogue. Parce que c'est quand même ça qui est en train de tuer à la fois la vie de nos quartiers, l'économie aussi de nos quartiers, parce que quand vous avez dans ces quartiers aujourd'hui cette économie de la drogue, de ces mafias, de ces trafics qui occupent tout l'espace, il est très difficile d'arriver, quand on est la puissance publique, quand on est, je dirais, la République, les institutions de la République, de venir expliquer aux enfants qu'en fait leur avenir passe par l'école. Et donc il faut absolument que l'on remette de la présence policière, et puis qu'on ait aussi une société qui lutte contre les inégalités de façon beaucoup plus forte que ce que nous connaissons aujourd'hui. Vous a entendu, vous voulez remettre de la présence policière pour lutter contre les trafics, comme vous l'avez dit. Est-ce que vous, présidente, vous légalisez l'usage du cannabis? Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon ont répondu oui. Eh bien, moi, je considère que cette question est une question qui ne peut pas diviser encore les Français. Et je ne veux pas faire de ce sujet un sujet de clivage, un énième sujet de clivage. Soit on le fait, soit on le fait pas. Ce qu'il faut constater, c'est que la politique actuelle est un échec total, que ça ne permet absolument pas loi actuelle de régler le problème de la consommation. On est un des pays qui consomme le plus, et donc le statu quo n'est pas possible. Qu'est-ce que je ferais sur cette question du cannabis? Je lancerai d'abord une conférence de consensus. Ok, mais à la fin, il faut décider. Oui, et on décidera en fonction de quoi? En fonction des questions de santé publique. Parce que pour moi, et d'ailleurs à l'instar de ce que l'Allemagne est en train de faire, les médecins disent que c'est pas très bon pour la santé. Et bien sûr, et ça n'est pas bon pour la santé parce que... Donc c'est non, donc vous ne voulez pas légaliser. En tous les cas, je ne rentrerai pas dans ce sujet sans chercher à la fois le consensus et sans chercher une entrée par la santé publique. Parce que on ne peut pas dire... Donc jeudi prochain, vous n'annoncerez pas dans votre programme la légalisation du cannabis si vous êtes présidente. J'annoncerai une conférence de consensus pour trouver justement les voies et moyens de sortir d'une situation qui n'est pas... Une sorte de convention citoyenne. C'est plus qu'une convention citoyenne, c'est une conférence de consensus, mais je veux rentrer par la question de la santé publique, parce que vous avez raison, le sujet c'est quoi? C'est de lutter contre les addictions. D'accord, mais un président c'est fait pour trancher. C'est fait pour trancher, eh bien je le chercherai. C'est pas parce que le président sortant depuis 5 ans crée beaucoup de conflit permanent et ne cherche jamais le consensus, que le prochain président et la présidente que je serai si je suis élue à l'élection présidentielle ne cherchera pas le consensus. Enfin, un président n'est pas pour dans mon créer slogan, des comités théodules, comme disait le général de Gaulle. C'est pas des comités théodules, c'est des endroits où on discute et on trouve des solutions. Et moi, je crois à l'intelligence collective, je crois à la parole citoyenne, et je crois que si on pose la question du caractère néfaste de ces drogues qui provoquent des drames dans toutes les familles, mais qu'on cherche aussi les moyens d'en sortir, et qu'on rentre par la santé publique et par des politiques de prévention, eh bien, j'entends quand même que quand vous dites rentrer par la santé publique et que vous admettez que c'est néfaste, j'entends que c'est pas votre priorité de légaliser. Je ne considère pas que dire aujourd'hui, allez hop, on y va comme ça, sans mettre en place une politique de santé publique, serait une bonne chose pour le pays. Mais je considère que le statu quo n'est pas possible et que l'exemple de l'Allemagne est plutôt un bon exemple. François Mitterrand l'a promis et ne l'a pas fait. François Hollande l'a promis et ne l'a pas fait. Anne Hidalgo, présidente de la République, est-ce qu'elle accorderait le droit de vote aux étrangers aux élections locales? Oui.
parce que je pense qu'il faut aller vers cette intégration. Je pense que sur la question de l'immigration, qui est un sujet là aussi qui hystérise et sur lequel l'extrême droite et la droite aussi se font la course à l'échalote, eh bien je pense qu'il faut considérer qu'il vaut mieux accueillir, mieux intégrer aussi, et que dans l'intégration, il y a des choses sur l'apprentissage de la langue, sur la possibilité évidemment de se sentir français, de respecter les lois du pays dans lequel on est accueilli. Vous savez, je viens de l'immigration espagnole, je sais ce que sont les parcours d'immigration, mais il y a aussi dans l'intégration la reconnaissance d'un droit de cette citoyenneté de résidence qui devrait permettre enfin aux étrangers non communautaires, c'est-à-dire au-delà des ressortissants européens qui peuvent déjà le faire, de pouvoir voter aux élections locales. J'y suis favorable et je le ferai. Et donc ça sera dans votre programme jeudi 13 janvier à 11h30. Absolument. Merci infiniment Anne Hidalgo d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir.